expert international sur la lutte contre le vieillissement. Et donc, il vient de publier en février 2013, donc un peu moins d'un mois, son ouvrage qui s'appelle « Et si on arrêtait de vieillir ?» Donc, Didier Kernel, comme le cœur et pas Kernel, comme c'est sur la petite pancarte, pourquoi parler de vieillissement aujourd'hui? Alors, parler du vieillissement aujourd'hui, vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé et même le souhait d'immortalité, c'est quelque chose qui est présent dans toute l'histoire de l'humanité. Mais les progrès en matière médicale sont ces dernières décennies extrêmement rapides, et donc la perspective de ne plus mourir de vieillissement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui envisageable dans les décennies à venir. Et c'est envisageable, et c'est une des questions vraiment de base, c'est quand cela deviendra réalisable. Est-ce que ce sera réalisable seulement pour les plus riches ou bien pour l'ensemble de la population? Et donc, est-ce que les investissements dans le domaine des recherches médicales seront des investissements privés ou des investissements publics? Ça fait partie des enjeux pour moi vraiment extrêmement importants. Donc, vous venez d'évoquer assez rapidement sur le fait que cette question sur le vieillissement pose des problèmes éthiques, des problèmes technologiques, des problèmes sociologiques, économiques, voire spirituels. Que c'est vrai que c'est une question individuelle, mais c'est aussi une question collective et sociétale. Donc, quand vous dites, il y a, dans ce que vous dites, on a l'impression que nous sommes proches d'atteindre, de vaincre le vieillissement. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il existe des choses qui permettent de le penser, de pouvoir espérer, et est-ce qu'on doit l'espérer, que vaincre le vieillissement est quelque chose de possible? Et si oui, à quelle échéance? Parce que beaucoup de gens disent, voilà, mais est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça concerne notre génération? Vous avez une expression qui dit, sommes-nous la dernière génération à mourir de vieillesse ou la première à pouvoir vivre avec une vie très longue et en bonne santé? En effet, donc évidemment, une des questions c'est quel âge avez-vous? Donc ça dépend des gens ici. Et en cette journée internationale des femmes, c'est utile de rappeler que les femmes vivent en moyenne 5 ou 6 ans de plus que les hommes. Donc pour les femmes, elles ont plus de chances d'être la dernière génération, la première génération à ne pas subir de vieillissement. Et est-ce qu'on progresse rapidement? La réponse est oui. Aujourd'hui, dans un pays comme la Belgique ou la France, 90%, 90% des décès sont dus au vieillissement, aux maladies liées au vieillissement. Il y a 3 grandes catégories de maladies liées au vieillissement. Il y a les maladies cardiovasculaires pour lesquelles les progrès sont extrêmement rapides, et en plus de ça, on sait comment prévenir les maladies cardiovasculaires, fumer moins, manger moins, etc. Il y a les cancers pour lesquels les progrès sont également très rapides, en tout cas pour certains types de cancers. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, la leucémie des enfants, c'était quelque chose dont presque tous les enfants mouraient. Maintenant, c'est 10 ou 20%. Le cancer du sein, qui est le cancer le plus courant pour les femmes, la mortalité, les chiffres pour la France viennent de sortir, la durée de survie, la survie à 5 ans pour les femmes est maintenant de 89%. Donc, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était 60% de décès environ. Et il y a une troisième catégorie de maladies, ce sont les maladies neurodégénératives, particulièrement la maladie d'Alzheimer, qui touche 30 à 50% des personnes atteintes, des personnes âgées de plus de 85 ans. Et là, les progrès ne sont pas rapides. On maîtrise de mieux en mieux, on comprend de plus en plus ce qu'est la maladie d'Alzheimer. On a des tests sur les souris, on a un modèle animal qui est assez, qui permet de comprendre le déroulement de la maladie, mais par contre, dans la lutte contre la maladie, on est encore très peu avancé. Et donc, un enjeu vraiment de base, c'est mieux lutter contre les maladies neurodégénératives, particulièrement celles des personnes âgées, qui sont la plus importante source non seulement de mortalité, mais aussi de dégradation, et qui pour le moment empêche de gagner, enfin, ne permet pas de gagner suffisamment d'années d'espérance de vie en bonne santé par rapport à ce qu'on pourrait envisager si on progressait dans ce domaine. Votre livre, et c'est quelque chose qu'on découvre et auquel on pense assez peu, mais qui répond à une question, qui fait le tour d'une question importante,
qui est celle de, mais au fait, pourquoi est-ce que nous vieillissons? Pourquoi est-ce que l'humain vieillit? Par quoi est-ce qu'on peut l'expliquer maintenant? Vous mentionnez les dernières recherches sur ce point. Et est-ce que l'homme est égal, équivalent à l'ensemble du règne animal sur la Terre? Ou est-ce qu'il y a des particularismes? Est-ce qu'il y a déjà des éléments qui existent sur Terre qui peuvent nous faire aussi espérer toucher cet espoir de vaincre le vieillissement, parce qu'on a des animaux, parce qu'on a des plantes, parce qu'il y a quelque chose qui, lui, ne vieillit pas ou vieillit très peu. Est-ce que c'est exact? Alors, c'est plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'on vieillit? Ça, je ne vais pas m'étendre, donc je consacre un chapitre dans le livre à ce sujet-là. Il y a de très nombreuses théories. Ce qui est fascinant, c'est que finalement, il n'y en a aucune qui est entièrement satisfaisante. Par contre, ce dont on est raisonnablement certain, c'est que tous les mammifères et probablement tous les vertébrés vieillissent. Mais ce qui est beaucoup plus porteur d'espoir, c'est que entre différentes espèces de mammifères, il peut y avoir des différences extrêmement importantes de durée de vie en captivité. À l'état sauvage, les animaux ne meurent généralement pas de vieillissement, et d'ailleurs pour ceux qui disent la mort par vieillissement c'est quelque chose de naturel, non, ça n'est pas naturel. Dans la nature, les animaux ne meurent pas de vieillissement, il y a d'autres causes. Et donc des espèces très similaires, par exemple le râteau, qui est une sorte de rongeur, peut vivre durant 20 ans en captivité. Un rat ou une souris ordinaire vit 3 ans. Il y a des espèces d'écureuils qui vivent 15 ou 20 ans. Il y a même, si on prend des espèces très similaires comme les caméléons, selon les régions, ces animaux peuvent avoir des durées de vie très différentes. Donc cela veut dire qu'à patrimoine génétique vraiment similaire, on peut changer très fort le curseur, et c'est une marque d'espoir lorsque les thérapies géniques progresseront. Les thérapies géniques, on n'est pas encore extrêmement loin, les thérapies géniques ne fonctionnent encore que pour des maladies très spécifiques, mais comme vous le savez tous, on progresse très rapidement dans la compréhension des gènes, et on peut progresser dans le domaine de la modification du patrimoine génétique même de nous-mêmes, et donc de l'amélioration de notre durée de vie en bonne santé. Donc, à propos de la durée de vie, je crois qu'en Belgique, l'âge moyen, c'est 80 ans à peu près, c'est ça, de durée de vie? En Belgique, on vient de passer à un seuil symbolique. L'espérance de vie moyenne est maintenant de plus de 80 ans. Donc, les statistiques viennent de sortir à ce niveau-là. Et donc, mesdames, votre espérance de vie est de 83 ans, et donc, les hommes, 77-77 ans. Et en fait, c'est encore une sous-estimation, parce que les gens qui sont ici ont probablement une moyenne d'âge de 40-50 ans. Et donc, l'espérance de vie à 60-65 ans, c'est plus que même, donc c'est actuellement à peu près 25 ans. Donc une personne qui atteint l'âge de 65-70 ans a plus de chances d'atteindre 90 que de malchance de décéder auparavant. Et vous dites, je crois que j'ai lu aussi quelque chose qui disait qu'on augmente sa durée de vie d'à peu près 6 heures tous les jours qui passent, on a 6 heures de plus d'espérance de vie. Très important. Dans nos pays, on gagne à peu près 6 heures d'espérance de vie par jour, ou donc 3 mois par année. Important aussi de savoir que, contrairement à ce qu'on pense relativement souvent, dans les pays du Sud, ça ne progresse pas moins vite, mais ça progresse plus vite. Pourquoi? Parce que dans les pays du Sud, il y a d'une part les progrès médicaux, mais il y a aussi la diminution de la mortalité infantile. Chez nous, la mortalité infantile continue à diminuer, mais il y a quasiment plus d'enfants qui meurent, donc c'est sur des pourcentages très peu importants. La seule exception, c'est l'Afrique subsaharienne, et plus exactement certains pays de l'Afrique subsaharienne, à cause de l'épidémie du sida qui a fait des ravages effroyables. Et puis en ce moment, il y a une petite guerre qui fait aussi que l'espérance de vie doit être un peu réduite. Mais vous parlez aussi vous avez pointé quelque chose d'important. Vous dites on commence à entendre dire que notamment dans les pays occidentaux, on aurait l'espérance de vie qui se réduit. C'est-à-dire que certains mettent en avant, alors par le fait d'une pression peut-être environnementale ou autre, de pollution, mais certains disent on a la courbe qui
s'inverse et que l'espérance de vie serait en train de reculer. Est-ce que ça c'est vrai ou non? Alors ça n'est pas vrai actuellement. J'insiste sur ça parce que ça fait partie des choses qui sont souvent affirmées. Je conseille donc là, pas la lecture de mon livre, bien sûr, mais aussi la consultation d'un site internet que je trouve absolument exceptionnel, qui est le site gapminder.org, dans lequel vous avez de très nombreuses statistiques présentées de manière graphique, et vous pouvez simplement voir au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, mais même au cours des dernières années, les statistiques sur l'espérance de vie, sur aussi la mortalité infantile, et donc il n'y a pas actuellement encore de diminution, même par exemple pour les personnes les plus jeunes. Si réellement il y avait une dégradation de la situation, aujourd'hui on verrait par exemple que les enfants, enfin les tranches d'âge 0, 10, 10, 20, il commencerait à y avoir une mortalité plus importante. Ça n'est pas exact. Évidemment, il y a dans certains domaines, par exemple, la question des particules fines, donc de certains types de pollution, des questions graves et importantes, mais ça n'a pas un impact actuellement sur l'espérance de vie. Ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas, que ça ne se passera jamais. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des zones dans lesquelles il y a une dégradation. Et dire, comme on l'entend relativement souvent, particulièrement à gauche, moi je me situe politiquement clairement à gauche, mais je suis d'une vision, disons, que je définis comme techno-progressiste, donc favorable aux progrès technologiques qui sont eux-mêmes en faveur d'une vie plus longue en bonne santé, de plus d'égalité, etc. Il n'y a pas actuellement de dégradation de l'état de santé. Et ce que vous entendrez également souvent, c'est oui, mais en fait, la vie, peut-être que l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé ne progresse pas. Le problème de tout ce qui concerne les statistiques en matière d'espérance de vie, c'est qu'elles ne sont malheureusement pas fiables actuellement. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir des statistiques sur l'espérance de vie en bonne santé, mais si vous allez consulter les statistiques d'Eurostat, vous verrez qu'il y a des variations qui sont tellement erratiques qu'elles ne peuvent être dues qu'au fait que les instruments de mesure qu'on a actuellement ne sont pas encore assez au point. Oui, c'est quelque chose que vous faites un bilan assez précis dans votre ouvrage. Si dans la salle vous voulez réagir, on n'est pas obligé d'attendre la fin tout de suite, manifestez-vous et au fur et à mesure de la conversation. J'ai noté aussi que vous soulignez un point important, c'est ce que vous appelez les super centenaires, parce que on va reparler tout à l'heure de la notion de vivre plus longtemps, mais de le vivre en bonne santé, mais concernant la durée d'espérance de vie, vous avez remarqué quelque chose c'est vrai, qui est assez stupéfiant, que vous expliquez, c'est la différence entre l'augmentation des centenaires et des super centenaires. Donc, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que